Coucou toi, et bienvenue dans Le Canap, le podcast des personnes aussi inspirantes que fabuleuses. Je reviens aujourd'hui pour un nouvel épisode dans lequel j'ai eu la chance de parler à Justin. Justin fait aussi partie des connaissances que je me suis faites cette année dans mon DUT de journalisme, et c'est avec un grand plaisir que je te livre aujourd'hui notre discussion sur des sujets aussi variés qu'intéressants. Je t'invite à suivre Le Canap sur toutes les plateformes de podcast sur lesquelles il est disponible, ainsi que sur Instagram et sur YouTube. Je t'invite aussi à me laisser des commentaires et des avis sur Apple Podcast notamment, pour me faire part de tes retours. En attendant, je te souhaite une très bonne écoute. Quel est le plus vieux souvenir que tu as de toi-même ? Le plus vieux souvenir que j'ai de moi-même. Il est horrible. Vas-y. Putain, je devais avoir 3 ans. Et à l'époque, j'habitais encore à Aurillac. Et mes parents avaient une cheminée, un insert du coup, quasiment à ras le sol. Et genre ma mère l'avait ouvert pour remplir du bois et elle était partie chercher quelque chose, un nouveau briquet, quelque chose comme ça. Et je m'étais approché, en fait mon frère qui apprenait à marcher derrière et passé derrière moi, me poussait, j'ai fini les 2 mains à plat dans les braises. Voilà. Donc avec la peau des mains complètement brûlée, je finis aux urgences. Voilà. C'est le plus vieux souvenir que j'ai. Ça se passait bien avec ton frère ou... Oui, il a pas fait exprès, juste qu'il apprenait à marcher. En fait, il a perdu l'équilibre juste derrière moi et en fait, il s'est raccroché à moi et en fait, il m'a poussé et je suis tombé en avant quoi. Oh merde. Du coup, voilà. Oui, j'imagine que ça soit marrant. C'était absolument pas dans le but de me faire mal. C'était juste que voilà, au lieu d'avoir j'avais 3 ans, il devait en avoir 1. Oui. Donc voilà quoi, c'était vraiment, il y avait aucune volonté, il s'en est même pas rendu compte lui. Oui. Ouais, et puis du coup, j'imagine genre 14 heures aux urgences à attendre et... Bah même pas, non, je suis pour le coup, quand t'arrives avec les mains cramées, tu passes rapidement en général. Hein. C'est vrai. C'est pas comme ça va arriver. Donc non, mais bon, j'en ai j'ai aucune marque, rien, donc voilà. Et ça s'est passé... Enfin, qui est-ce qui t'a amené aux urgences du coup ? C'était deux parents ? Du coup, non, parce que mon père était pas là, il travaillait, donc c'était un après-midi, genre, tranquille, c'était ma mère, du coup, qui a un peu paniqué. Du coup, ouais, c'est elle qui m'a amené aux urgences. J'imagine que... Ah, c'était compliqué, ouais. C'est là, le coup de stress, je pense qu'il a dû être très, très important, ouais. Tu définirais comment tes relations avec ta mère ? À l'époque, genre quand t'étais enfant ? Normal, ouais, honnêtement, en fait, ça a un peu empiré après, mais à l'époque, ça se passait bien, en fait. Juste, il n'y avait pas grand-chose à dire. Quand tu fallait que quand j'avais fait une connerie, je me faisais engueuler, et sinon, ça se passait bien, quoi. Il n'y avait pas de... Non. Ça s'est empiré quand ? Quand je suis rentré au lycée. Parce que forcément, adolescence oblige, t'es en désaccord constant avec les parents. Du coup, puis bon, avec ma mère, pour le coup, on n'a absolument rien en commun. Que ce soit aucun, elle, catholique, pratiquante, etc., avec des opinions politiques un peu à l'opposé des miennes, etc. Donc forcément, il y a beaucoup de sujets qui sont un peu sensibles. Donc maintenant, c'est tacite, on n'en parle pas. Mais bon, à l'époque, ça sortait de temps en temps. Et donc, ça... Voilà. Mais sinon, en soi, il n'y a rien de bien grave non plus. Hein. C'est juste que de temps en temps, ça pète. Voilà, c'est comme ça. Et ça pète quoi ? Genre... Oh, juste, la voix monte un peu. Jamais non plus des cris, des trucs comme ça, mais de temps en temps, le ton chauffe, on va dire. Oui. Ça peut arriver. Ça arrive moins. Mais à l'époque, ça arrivait assez souvent. Comment ça ? À l'époque, ça arrivait... au lycée, genre quand j'avais 16-17 ans, ça arrivait, c'était peut-être une fois par semaine, ou voire 2. Voilà. Et ça vraiment plus, ça partait souvent d'une connerie, d'un truc complètement... Voilà, et puis ça dégénérait... Ça durait 10 minutes, puis globalement chacun partait dans son coin bouler, puis revenait un peu plus tard et c'était oublié, donc voilà, ça n'a jamais été bien grave. Et avec ton père ? Là pour le coup, vraiment, ça a jamais vraiment changé. Toujours pareil, ça se passait bien quand il fallait que ça se passe bien, et si ça devait se passer mal, ça se passait mal parce que j'avais fait une connerie ou un truc comme ça, mais sinon j'ai jamais eu de grosses disputes, etc. Non, sur tout ce côté-là, c'est bien passé. Du coup, genre, si on reprend l'anecdote que tu nous as donnée, tu avais genre 3 ans. Ouais, c'est ça, j'étais vraiment petit, ouais, je devais être en maternelle. Ouais. J'étais en maternelle, ouais. C'était quoi ton premier souvenir d'école primaire ? Ça doit être le jour de la rentrée, l'appel. Juste comme ça, en fait. C'est juste, il y a certains noms dont je me souviens encore. Comme ça.
Genre, Genre, il y a deux noms en fait, je me souviens parce qu'il y avait des jumeaux, c'est les jumeaux Médal. Voilà, ils s'appelaient Clément et Benjamin Médal, et voilà, je m'en souviens de ça, je me souviens de ça. Je les ai jamais revus. J'avais 3-4 ans, et parce que j'ai eu 2 ans dans ma classe après j'ai déménagé. Et je me souviens de ça, je les ai jamais revus. C'est tout, vraiment. Et après, bon, il y a d'autres souvenirs qui viennent après, mais genre dans la cour d'école, dans la cour de récré. tu l'appréhendes. Enfin, tu ressentais comment le fait d'aller à l'école? Bah, à Genre, l'époque, bien. avant d'y aller, en fait. Genre, Ah, avant de rentrer pour la première à fois. l'école primaire, qu'est-ce que. Enfin, t'appréhendais comment le passage en Honnêtement, primaire? je m'en souviens pas, mais je pense que ça a pas dû trop mal se passer, parce que sinon j'en aurais peut-être entendu parler, mes parents m'en auraient parlé, je pense. Mais non, je pense que de ce que j'ai entendu, ça s'est passé normalement. Je pense que bah, je me suis dit, il faut que j'y aille, donc voilà, j'y suis allé quoi. En soi, il n'y a rien de bien étrange à dire de ce côté-là. Et ça s'est passé comment après? Genre, Le primaire, bien, globalement. Pas grand chose à dire, hein. Moi, j'étais un petit peu solitaire, mais ça va dire c'est dans ma nature, donc j'étais pas forcément. Il y a eu des moments où je m'isolais tranquillement. Mais sinon, globalement, ça s'est plutôt bien passé. Les 2 premières années de collège, ça a été très particulier. c'est-à-dire? C'est-à-dire que je suis arrivé dans un collège où je ne connaissais absolument personne. J'étais le seul qui ne venait pas d'une des 2 écoles privées de la ville. Enfin, du coup, j'étais en primaire dans une école de campagne et je suis allé dans un collège du coup, à la ville à côté. Tout le monde se connaissait, j'étais le seul nouveau. En plus, j'étais le campagnard. Dans un collège bourgeois, catholique, sectaire presque, vraiment avec des pensées, des trucs qui sont totalement l'opposé de ce que je pensais déjà à l'époque, où on apprend globalement que tout ce qui n'est pas blanc, riche et croyant, c'est de la merde. Et donc forcément, bon, je me suis retrouvé très vite, je suis bizuté, harcèlement, blablabla, ça a duré 2 ans. Et après, au bout de 2 ans, j'ai appris que je déménageais, qu'on déménageait à 200 bornes d'ici, donc ça a été le plus beau jour de ma vie ce jour-là. À partir de quel moment t'as mis le mot harcèlement? Bah, à partir du moment où, en fait, à chaque fois qu'on m'adressait la parole, que des gens de mon âge m'adressaient la parole, c'était pour m'insulter. Donc assez rapidement, hein, ça c'est venu au bout d'un mois, un mois et demi. Parce qu'au début, c'était bon, juste on me parlait pas. Puis ouais, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que ça pouvait être marrant de m'insulter. Donc, Mais t'as réagi comment toi à ce moment-là? bah, j'ai d'abord essayé, j'en ai parlé avec mes parents, qui ont essayé bah, du coup de faire pression sur la direction pour voir s'ils pouvaient pas changer, des trucs comme ça, etc. Mais bon, la direction de l'école a dit non, non, c'est dans sa tête, il se passe rien. Du coup, mes parents m'ont laissé tomber, du coup, bah, je me suis mis dans un coin et j'ai attendu que ça passe, globalement. Du coup, j'ai eu absolument aucun rapport sociaux en quasiment 2 ans, hors famille. C'est pas forcément très cool, mais bon, ça s'est passé, ça a duré que 2 ans. Pour avoir une idée, genre, est-ce que t'étais un bon élève à J'étais un l'école des meilleurs. primaire? En primaire, on m'a proposé 2 fois de sauter une classe. Je tournais globalement, je suis jamais descendu en dessous des 19 de moyenne en primaire. Donc j'étais vraiment très bon élève. Ça a un peu baissé au collège, parce que globalement, j'en prenais pas une et qu'au collège, il faut commencer un peu à bosser. Donc j'ai baissé, Oui, mais je restais quand même autour de Si 17. tu commences avec 2 ans de harcèlement, tu m'étonnes que C'est ça. t'as Mais autre bon, chose à faire. ça restait quand même très convenable, hein. Je restais à 16-17 de moyenne. Oui. Donc ça restait quand même très très convenable. Et voilà, bon, j'étais quand même. Mais c'est aussi, je pense, c'est une des raisons, ça a été la jalousie, c'est que c'est le nouveau qui arrive d'une école de campagne et qui se retrouve dans les meilleurs élèves du collège. Oui, puis Donc ça le a plus joué un peu. triste, c'est que souvent il y a genre pas de raison valable. Oui, oui, il y en a d'autres. Après, c'est de la méchanceté gratuite, ça c'est sûr. Ça a joué aussi. Et la suite, donc c'est-à-dire, du coup, fin cinquième, tu déménages. Ouais. Et t'arrives. J'arrive dans un autre collège, là aussi un collège privé, donc catholique, mais beaucoup plus ouvert d'esprit. Mhm. Ça c'est pour le coup, là ça s'est beaucoup mieux passé, j'ai réussi à m'intégrer. Bon, il y a eu il y a eu des hauts et des bas, mais globalement ça s'est quand même très très bien passé. Et bon, j'ai perdu le contact globalement avec les amis que je m'étais fait, sauf un, mon meilleur ami du coup, avec qui bah, ça fait 8 ans qu'on se connaît maintenant. Donc, enfin, ouais, 8-9 ans qu'on se connaît, donc Ça commence à faire. ça commence à faire un peu. Surtout, enfin, je trouve à notre âge, parce que c'est le moment où t'as plein de changements. C'est Et ça. du coup, Mais c'est super facile de. on s'est très vite rendu compte qu'en fait on était, je vais pas dire pareil, mais qu'on avait reçu la même éducation, qu'on avait globalement les mêmes centres d'intérêt. Et donc bah forcément il y avait tout qui allait, on partage un certain nombre d'idées en commun, etc. Donc forcément ça allait coller. Et bah on s'est suivi tout le collège, bon, tout le lycée aussi. Et après bon forcément ça s'est séparé parce qu'on n'avait pas les mêmes ambitions professionnelles, mais on continue de se voir très fréquemment et de se parler très très fréquemment. Tu disais, vous aviez la même éducation. C'est sur Bah, quel en point? gros, nos parents nous ont appris les mêmes choses normalement, c'est-à-dire que
le respect des autres, que de temps en temps, que bon, par exemple, aucun de nous deux n'est un enfant gâté, par exemple, je m'estime pas être un enfant gâté, c'est-à-dire que bon, quand il fallait dire non, il disait non, quand il fallait m'engueuler, il m'engueulait. Je sais plus, ça s'est passé de la même manière, mais sans abus non plus. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses comme ça. Voilà, Et c'est plutôt ça. du coup, tes 2 dernières années de collège, tu les Mhm. finis comment? C'est-à-dire. Ben, enfin, comment est-ce que ça se passe en fait l'arrivée Ah, bah l'intégration forcément dans un nouveau collège où les gens étaient déjà ensemble depuis 2 ans, bon, c'est un peu difficile, mais en vrai ça s'est quand même plutôt bien passé. J'ai clairement pas à me plaindre de ce côté-là. J'arrive à me faire des amis assez rapidement au bout de quelques jours. Et après, voilà, je m'intègre dans la classe, ça se passe tranquillement. Hmm, Les cours, enfin, ouais, après, bon, les cours se sont passés comme des cours, quoi. Enfin, Mais du coup, tu gardes. Enfin, j'en garde des souvenirs. Quoi, enfin, ouais, vas-y. ouais, les souvenirs, globalement, c'est plutôt d'assez bons souvenirs, hein. C'est vraiment le. C'est horrible. C'est vraiment la première fois que j'ai l'impression d'avoir des amis, en fait. C'est pas horrible? Bah, si, parce que, genre, vraiment, il a fallu que j'attende 14 ans pour me dire ça, quoi. Bah ouais, mais je pense que en vrai, quand t'arrives enfin, quand t'arrives au collège, c'est comme, enfin, l'école primaire, je trouve que c'est pas l'endroit où t'arrives Non, bah non, non, non. à vraiment te forger des grosses Oui, c'est amitiés. ça. Et quand t'arrives au collège, et ben, soit t'as un peu de peau et t'arrives à en sortir, genre sans trop de dégratignure, soit tu te fais totalement bolos. Donc, Ouais. Moi j'ai eu les deux, on va dire. Le début ça a été la deuxième option, là, après ça s'est bien passé. Mais non, franchement. c'est-à-dire, genre, ça, ça m'intrigue, genre, la première moment où t'es rentré dans ce collège, tu t'es senti comment? Dans ce nouveau collège, Ouais. en vrai j'avais peur que ça se passe de la même manière qu'avant. Vraiment. Au début vraiment, en fait j'ai mis du temps à aller voir les autres. Et en fait, la première personne à venir me parler, parce que pour le coup moi je suis allé voir personne, c'est ce mec donc, qui s'appelle Baptiste, qui est venu me voir une fois en cours, parce qu'on avait cours d'allemand tous les deux, donc on était en classe beaucoup plus restreinte, et il a vu que j'étais un peu seul dans mon coin, puis il est venu, il s'est assis à côté de moi, et on a commencé, enfin, il m'a dit, ouais, j'ai vu que t'étais nouveau, si tu veux que je te fasse visiter le collège, y a pas de souci, si t'as des questions, n'hésite pas à les poser, etc. Et c'est la première personne, et là je me suis dit, bon, euh, ça va mieux se passer, donc maintenant on fait des efforts pour aller voir les autres, etc. Et c'est parti comme ça en fait. C'est déjà, enfin, genre, moi je trouve ça cool parce que ben, t'as réussi à redonner ta Ah confiance bah oui, enfin, tôt. alors, Enfin, confiance, je parle pas ouais. genre d'une grosse confiance, mais Oui, bah oui. Bah après, enfin, je me disais, si je fais pas d'efforts, si ça se passe, que ça se passe mal, ça va être quand même là, ça va être de ma faute. Parce que j'aurais fait aucun effort, etc. Alors que les gens, c'est peut-être pas des. Ils me veulent pas forcément du mal. Faut pas que je me dise que le monde entier est contre moi. Donc, enfin, voilà, j'ai attendu de voir au début. Puis quand j'ai vu qu'il y avait une chance que ça se passe bien, bah, j'en ai profité, on va dire quoi. Je me suis dit, ce serait bête de passer à côté. et est-ce que tu ressentais les souvenirs en fait de l'ancien collège? Genre, est-ce que en étant dans ton nouveau collège où bah, ça a l'air de Euh, bien mieux se passer, il y a des moments où. non, en vrai, j'ai essayé de tout oublier. Vraiment, c'est-à-dire que j'ai mis beaucoup de temps à en reparler après. C'est-à-dire que j'ai commencé à reparler quasiment à la fin du lycée. Ouais. Mais avec n'importe qui, en fait, j'ai tout gardé pour moi parce que c'était vraiment une partie, c'est la partie la plus horrible de ma vie. Et je voulais l'oublier, en fait. Vraiment, c'est quelque chose, c'est 2 ans de trou noir, en fait. Vraiment, c'est comme si ça n'avait pas existé. Ça a laissé des conséquences, donc je ne peux pas les oublier. Mais voilà, j'essaie quand même de faire un maximum abstraction de ça, de ne pas y penser. Lesquelles? Quelles conséquences? Euh, je pense que je serais incapable d'accorder ma confiance pleinement à quelqu'un. Je vais toujours me dire que on ne sait jamais, il va se servir, enfin, ça peut mal finir. Et enfin, la personne peut se servir de moi de façon malveillante, etc. Et en fait, c'est un truc qui m'obsède vraiment. J'arrive pas vraiment à m'abandonner à ça en fait, à me dire c'est bon, Les gens sont pas malveillants c'est en bon, fait. voilà, les gens sont pas mal, j'y arrive pas. Même avec des personnes que je connais, depuis maintenant quasiment 10 ans, j'y arrive pas totalement. J'en suis pas loin, je pense, mais pas totalement. Vraiment, je resterai toujours sur mes gardes.
Du coup, bah. C'est super dur en même temps, genre. Moi, je Ben, sais que quand je revois des. Tu vois, genre, la dernière fois, quand on avait un reportage, j'ai dû rentrer dans le collège. hmm, Et pendant 4-5 secondes, j'étais dans une cour de collège. Et je me suis dit, waouh, avec tout le monde qui te regarde. ouais. Surtout qu'en plus, bah, je faisais genre 2 têtes de plus que tout le monde. Et j'arrivais, j'étais pas censé être là. Donc, bah, j'étais l'attraction de la récré, quoi. C'est ça. Mais je me suis dit, waouh, ok, d'accord. Donc, en fait, ça laisse des séquelles jusque dans des trucs où, bah, en fait, t'entends des enfants rigoler, t'as l'impression qu'ils se foutent de ta gueule, quoi. C'est ça. Et c'est long, enfin, genre vraiment, voir des enfants rire, je suis ok, obligé, ils me regardent et ils se foutent de ma gueule super fort, quoi. Et le pire, c'est que, bah, en fait, j'arrive à me dire qu'ils ont 13 ans, que 13 ans, t'es pas forcément au top de ta Oui, vie, c'est que ça. voilà, mais j'arrive pas à me dire que il est pas supérieur à moi hiérarchiquement, C'est ça. tu vois, et que, en fait, t'es toujours en dessous de tout le monde, et tu dis, putain, c'est dur, quoi. Ouais, ouais, un truc un peu similaire parce que bah, du coup, ce collège est à Vichy, juste à côté. Et pendant 2 ans, pendant mes 2 premières années d'activité, j'y habitais juste à côté. C'est-à-dire que le collège était au 10 et j'habitais au 4 de la même rue. Oh putain. Et du coup, je passais devant 4 fois par jour. Donc le matin, le midi, aller-retour et le soir. Et je passais devant la cour qui était ouverte avec les pions, etc., qui me regardaient à chaque fois. Enfin, je sais pas, c'est dur à définir, mais je me sentais à chaque fois quand je passais, ça durait 30 secondes et c'était vraiment le moment de la journée. C'était un peu compliqué. C'est vraiment c'est la replongée dans les souvenirs brutale. Bah ouais. Ça a été la première fois que je suis repassé devant, que j'ai vu, que j'ai revu que ça n'avait absolument pas changé. Je vais pas dire la bouffée de nostalgie parce que la nostalgie c'est quand même plutôt heureux globalement, mais la remontée des souvenirs a été Bien sûr, parce que assez intense. t'étais retourné à Vichy entre le moment où. Rarement, très très peu. Ouais, du coup, tu passais pas devant. Donc Enfin, et tu passais pas voilà, devant, quoi. globalement quand j'y allais, je passais pas devant parce que bon, c'est un quartier où il n'y a pas forcément grand chose à faire. Donc je passais pas devant. Et première fois, le jour de la rentrée, quand je suis allé en cours, ça m'a fait très bizarre. C'est. Par rapport à ça, genre, je me demande, parce que du coup, c'est tes parents qui t'ont envoyé dans ce Ouais. collège, parce que Ouais. c'était. Le privé, c'était un choix total ou C'est c'était. un choix, alors c'est un choix de mes parents, surtout de ma mère, bah, du coup, qui a toujours milité pour le privé, c'est-à-dire qu'elle a fait son éducation dans le collège lycée privé. Elle y a travaillé aussi au début, quand elle était jeune, en gros jusqu'à ce qu'elle s'arrête avec le congé maternité de mon frère et qu'après du coup on déménage. Une Mhm. première fois, elle y travaillait, donc bon, pour elle, c'était quand même une vision très. Elle en avait une très bonne vision et du coup elle s'est dit, bah pour moi c'était très bien, donc je vais t'envoyer dans un collège privé, ça va bien se passer. L'erreur est humaine, ça s'est pas très bien passé et du coup bah voilà. Est-ce que tu leur en veux? Enfin, tu lui en veux? De m'avoir envoyé non parce qu'elle pouvait pas savoir. Vraiment, elle connaissait pas l'établissement, elle savait absolument pas bah, ce qui allait se passer, donc non, absolument pas. Ce que je pourrais regretter un peu, c'est ce pourquoi je pourrais leur en vouloir, globalement, parce que mes 2 parents là pour le coup, c'est quand ils ont vu que vraiment ça n'allait pas, de ne pas avoir, de ne pas m'avoir changé d'établissement. Là, par contre, je comprends pas en fait pourquoi ils ne l'ont pas fait. Alors que pourtant, Parce qu'ils te donnaient des arguments ou, non, même pas, mais juste en général, quand je commençais à parler du sujet, ils essayaient de faire glisser sur autre chose. Mais Pour ne pas avoir tu leur en as reparlé depuis? Non, comme je l'ai dit, je préfère ne pas en parler. Ouais. Globalement, si possible, j'évite d'en parler. D'accord. Bon, là, c'est un peu particulier, mais globalement, j'évite d'en parler. Tu parlais de ton petit frère, ça allait comment? Ça fait quoi de grandir avec un petit frère? Alors, bah, au début, enfin, surtout qu'on a assez peu d'écart, parce qu'on a un peu moins de 2 ans d'écart. Donc, au début, bah, c'est cool parce qu'on a, bah, en fait, on a juste un camarade de jeu, en fait. Mhm. Vraiment, pendant. Jusqu'à ce qu'il rentre au collège, jusqu'à ce que j'ai 12-13 ans, on passait beaucoup de temps ensemble, pas tout notre temps, mais beaucoup de temps ensemble. Bah, jouer au foot, des choses comme ça. Et bah voilà, enfin, c'est ça, de ce côté-là, j'ai rien à reprocher. Après, bon, bah, quand lui il est rentré au collège, etc., on a un peu arrêté, etc. Il y a eu une période un peu plus compliquée parce que bah, on a des caractères très différents. Et que bah, forcément, bah, à l'époque, ouais, voilà, encore une fois, à l'époque de l'adolescence, on se fritait un peu, mais bon, globalement, ça restait toujours. Il n'y a jamais eu de gros conflits. Et bah maintenant,
c'est toujours pareil, quoi. Ça se passe bien. Sans. Bref, je reste un peu détaché quand même de ma famille. J'ai l'impression, c'est-à-dire que. Ça m'énerve de prendre des nouvelles fréquemment, etc. En général, je les appelle une fois par mois, et encore, si vraiment j'ai quelque chose d'important à leur dire. Donc je les vois une fois par mois, voire tous les 2 mois. Et c'est le rythme que j'ai pris. Et du coup, avec mon frère, c'est pareil. Du coup, je le vois quand je le vois, mais je ne vais pas forcément chercher à aller le voir. Je vais pas forcément chercher à aller voir mes parents. Tu considères que c'est un choix totalement qui vient de ta part ou c'est genre enfin le fait de ne pas prendre de nouvelles C'est une souvent, habitude en fait, c'est que si je les appelais fréquemment, je pense que j'aurais rien à leur dire. Déjà que quand je les appelle une fois par mois, j'ai pas grand chose à leur dire. Donc c'est juste, enfin, en soi, moi je le vois presque d'une matière pragmatique, c'est-à-dire que ça me fait gagner du temps, ça me fait pas perdre de temps, ça ne leur en fait pas perdre. Et si vraiment ils veulent prendre de mes nouvelles, ils en prennent, et ils envoient un message, je réponds, mais voilà. Mais on s'appelle vraiment rarement, et même par message, c'est assez rare. ils t'ont déjà dit que tu leur faisais perdre leur temps? Non, 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 mais enfin non, mais moi je le ressens. Je le ressens comme ça, c'est-à-dire que parler pour rien dire, pour moi c'est une perte de temps, et donc je pense que si j'avais. Enfin, voilà, c'est un peu particulier. Mais c'est absolument pas négatif, hein. Non, ouais, non, Mais- c'est pas, non, c'est pas du tout en mode jugement, en mode. Non, Enfin, non, non, mais c'est voilà. vraiment juste. Moi je le vois comme ça, voilà, c'est vraiment. Et ça fait une ou deux fois que tu dis ouais, l'adolescence, à partir de quel moment tu t'es considéré adolescent? Quand j'ai changé de collège, en vrai. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment. L'adolescence, c'est la période voilà, de conflit avec un peu tout le monde. Et c'est à ce moment-là que ça a commencé en fait. D'abord avec mes parents, mon frère, ma soeur un petit peu. Voilà, et puis non, avec les profs, pas trop, parce que j'étais quand même vraiment. J'essayais de bien me faire voir, j'étais un plutôt bon élève, etc. Je voulais. Même si j'étais pas un très gros bosseur, j'ai toujours eu envie de réussir scolairement, on va dire. Donc j'ai essayé de ne pas trop me faire voir, mais oui, de pas trop mal me faire voir, mais oui, avec mes parents, notamment, ça a commencé à peu près vers cette époque, ouais. 13-14 ans, ça a duré vraiment jusqu'à la fin du lycée, jusqu'à 17-18 ans. Ça se traduisait comment? Des petites disputes, sans être extrêmement violentes, mais des désaccords, le ton monte un petit peu, et puis voilà, ça dure 5-10 minutes. Puis voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, chacun part dans son coin, réfléchir un petit peu, chacun se reprend de l'air, et puis on revient 1 heure plus tard et c'est oublié. Bon, ça a jamais été la troisième guerre mondiale. Et tu parlais de ta petite sœur, donc vous avez combien d'écart? 6 ans et demi. Donc c'est déjà, pour le coup, j'ai jamais vraiment joué avec elle quand j'étais gamin, parce qu'on avait beaucoup d'écart. Puis du coup, voilà, quand elle a commencé, on va dire, à être en âge, on va dire à 5-6 ans, moi j'étais au collège. Donc l'écart était peut-être un peu trop grand, du coup, la pauvre, elle a un peu grandi toute seule de son côté, parce que même mon frère n'a pas été beaucoup plus vers elle que moi. Ça s'est passé comment l'arrivée d'une fille dans une fratrie de... Euh, C'est vrai que ça aurait été une fille ou un garçon, je pense que ça aurait rien changé. Vraiment. Ça s'est juste passé en fait. Après, disons que en plus, elle a vraiment pas de chance parce que c'est la seule fille de notre génération. Elle a que des cousins, elle a aucune cousine. Ouais. Donc c'est un peu la princesse, on va dire, voilà, qui a toujours été un peu plus protégée. Même nous, voilà, en tant que frère, c'est arrivé, genre, qu'on aille. Qu'on fasse un peu le rôle du grand frère protecteur complètement cliché. C'est déjà arrivé 1 ou 2 fois voilà, si elle avait des petits soucis avec des camarades de classe comme ça, c'est arrivé. Donc Est-ce que tu as ressenti une éducation différente de celle, parce que du coup avec ton frère ça a l'air d'être à peu près la même chose, entre la tienne et celle de ta sœur? Non, globalement, non. Honnêtement, de ce que j'ai vu, y a pas, enfin, de moi, enfin, de la façon dont j'avais ressenti comment mes parents m'ont éduqué et de ce que j'ai vu, de comment ils s'y prenaient pour l'éduquer, globalement, il y a peu de différence. Vraiment, y a pas même, je vois pas de différence, peut-être des trucs mineurs, mais des choses vraiment importantes, il n'y en a pas. Et du coup,
quand t'arrives dans ce nouveau collège, t'as déjà une idée de... genre à la question, tu veux faire quoi plus tard? Tu répondais quoi? Alors, pendant très longtemps, pendant très 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 longtemps, j'ai voulu faire écrivain. Mhm. Jusqu'à, en gros, jusqu'à ce que je me rende compte, fin du collège, que c'était peut-être. Enfin, ouais, je devais être en quatrième. Et je me suis rendu compte que c'était peut-être un métier un peu compliqué. Que si je voulais vivre de ça, ça risquait d'être compliqué. Du coup, je me suis décidé à devenir historien, parce que j'ai toujours été passionné par l'histoire. Mais c'est un peu pareil, c'est peut-être plus accessible que le métier d'écrivain, mais quand même, ça reste des métiers un peu de niche. Et du coup, quand je suis arrivé au lycée, je me suis dit, peut-être que je me trouve un vrai métier. Du coup, moi qui avait à la base prévu de partir en filière L, je me suis tourné plutôt vers la filière scientifique. C'est un choix assez radical, mais bon, j'étais à l'époque pas trop mauvais en maths, je m'en sortais bien en physique, et j'aimais vraiment bien la biologie, donc le choix n'a pas non plus été. Donc entre la filière ES et S, le choix s'est quand même fait très rapide, globalement. C'est c'est hyper... Enfin, c'est drôle parce que c'est vraiment l'opposé, C'est quoi. antinomique. Mais vraiment, en fait, pour moi, la filière des L, c'est sans, enfin, j'en ai une image négative, mais Tu la sors d'où? un peu de ce que j'ai vu déjà. Parce que après, c'est des choses que j'ai vu, par exemple, de ce que j'entends, enfin, de ce que je sais, de ceux qui étaient avec moi en L, et de ce que je vois post-bac, c'est quand même très compliqué pour quasiment tous. C'est-à-dire qu'il y en a très très peu qui s'en sortent actuellement, qui arrivent à trouver du travail, leurs études, vraiment, c'est des choses qui sont quand même très particulières. En général, il y en a beaucoup qui se sont réorientés dans des choses qui n'avaient absolument rien à voir avec ce qu'ils faisaient au lycée, ou même au début de leurs études. Donc voilà, et puis il y a ça, et puis après, il y a tous les clichés qui tournent sur les L qui fument des joints en Sarwell devant le lycée, quoi. Et que pour le coup, ça aussi, j'ai vu de mes yeux, parce que tous les matins, il y avait le groupe de L qui fumait des joints devant le lycée, et quand on traversait, on sortait, on avait les yeux rouges et complètement explosés. Alors que ça durait très 15 secondes. Mais du coup, tu sors du collège en Ouais. disant historien, c'est Ouais. ça? Ouais. Et déjà, à l'arrivée en seconde, comment ça se passe? Encore une fois, changement de lycée, mais bon, là, je connaissais quelques personnes, donc vraiment, ça s'est bien passé. Le lycée, vraiment, je garde quasiment que des bons souvenirs du lycée, vraiment, c'est une période que j'ai vraiment appréciée. Et le lycée, non, l'intégration, c'est un peu étrange au début, parce qu'on se retrouve quand même avec des gens qui sont adultes, quasiment pour certains, les élèves les plus vieux sont adultes. Donc t'arrives du haut de tes 15-16 ans, c'est un peu bizarre, mais non, franchement, ça s'est plutôt bien passé, l'intégration, de ce côté-là. Mon arrivée au lycée, Je repense. Est-ce que, du coup, quand tu t'es dit je vais faire écrivain, t'en as parlé genre à des adultes autour de toi? mes parents. Mes parents le savaient, je m'en suis jamais vraiment caché, mais bon. C'est un peu eux aussi qui m'ont fait comprendre que ça allait être quand même compliqué de devenir écrivain, que c'était très dur, que c'était très dur d'en vivre. Ils t'ont dit quoi? Bon, ils m'ont expliqué à peu près ça comme je viens de le dire en fait. C'est que sans forcément me dire abandonne, fais un vrai métier. Ils m'ont jamais poussé dans mes études. C'est-à-dire qu'ils m'ont jamais dit tu feras ça. Mais bon, là, enfin, leur but c'est quand même que je m'en sorte dans la vie, ce que je comprends tout à fait. Et donc voilà. Et je leur envoie absolument pas pour ça d'ailleurs. Et quand tu dis, quand t'arrives en seconde, tu te dis je vais avoir un vrai métier. Ouais. C'était quoi du coup? J'avais pas. Honnêtement, du lycée à il y a 1 an et demi, 2 ans, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. C'est-à-dire que je suis arrivé, j'ai traversé le lycée sans savoir ce que je voulais faire plus tard. J'ai choisi ma première filière post-bac sans savoir ce que je voulais faire plus tard, juste parce que les domaines qu'elle présentait m'attiraient. Et en fait, au bout d'un an donc de ce DUT MMI que j'avais choisi, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas. Que c'était absolument pas le genre de métier vers lequel je voulais me tourner. Mais que, enfin, globalement, parce qu'on avait quand même des matières qui tournaient autour du journalisme. Et en fait, ça, je me suis rendu compte que c'était vraiment ce qui me plaisait. En fait, c'est vraiment. C'est vraiment ce qui m'attirait le plus. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas en fait. Donc maintenant, quand je repense à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le vrai métier, le métier d'écrivain, que je vois avec les difficultés du métier de journalisme, de journaliste, je me dis, bon, mon choix était peut-être pas judicieux, mais bon, au moins, j'ai quand même plus de chances de m'en sortir comme ça.
Et puis, mine de rien, enfin, vaut mieux se lever le matin en ayant Voilà, et puis envie c'est ça. de faire autre chose que juste se dire, bon, moi, je vais aller gagner ma croûte, quoi. C'est ça. Oui, voilà, pour le coup, je suis partisan du fait d'aimer son métier, parce que sinon, pour avoir fait des métiers qu'on n'aime pas forcément, c'est compliqué de faire ça sur des longues durées. Ah, attends, on va remonter un peu en avant. Parce que, pourquoi MMI? Parce qu'en fait, c'était des métiers les matières qui étaient présentes dans le cursus étaient des matières qui, en tout cas au lycée, m'intéressaient ou que je ne connaissais pas, mais qui auraient pu m'intéresser. Notamment tout ce qui tournait autour de la programmation informatique, que j'aimais bien. La communication, c'était une chose que je détestais pas. Enfin, en tout cas, la communication écrite, etc., ça allait bien. Et après, il y avait tout ce qui tournait autour de l'audiovisuel, que je n'avais jamais fait, et de tout ce qui était art graphique, infographie, etc., que je n'avais jamais fait non plus. Donc, je me suis dit, bah, je tente. De toute façon, ça ne dure que 2 ans, donc je m'engage pas pour une durée non plus extrêmement longue, et je serai jamais vraiment prisonnier, donc c'est parti comme ça. Et parce qu'aussi, j'avais pas d'autre idée. Ouais, parce que tu t'arrivais pas à te projeter. C'est ça, en fait, j'arrivais pas à me dire, bah, enfin, vu que j'avais aucune idée de métier, bah, je savais pas, je savais ce que je voulais pas faire, c'est-à-dire notamment partir en prépa, parce que ça, je savais que c'était pas pour moi et que ce serait forcément un échec. Mais je voulais pas, je savais pas précisément ce que je voulais faire. Parce que du coup, au lycée, si tu devais faire un paysage, en fait, genre, ça se passait comment en général? Au niveau relationnel, globalement très bien. C'est-à-dire que bah, j'ai jamais eu de gros soucis. En vrai, encore une fois, bah, comme partout, il y a eu des petits hauts, des petits bas, des petits accrochages, etc. Mais il y a eu quand même aussi des grands moments, etc. Et bah, j'en garde quasiment que des excellents souvenirs. Globalement, j'ai aucun souvenir vraiment négatif. Après, bon, au niveau scolaire, c'était un peu plus compliqué parce que pour le coup, mes notes ont vraiment commencé à chuter à partir du lycée. Mais je m'en suis toujours sorti avec le minimum syndical, on va dire. C'est-à-dire que je tournais première terminale, je tournais avec entre 12 et 13 de moyenne, ce qui reste convenable. Comparé aux notes que j'avais avant, c'est vrai qu'il y a quand même un gros gouffre, mais bon, ça restait. Pour quelqu'un qui n'avait jamais ouvert un cahier, qui n'a jamais ouvert un cahier de sa vie jusqu'à il y a quelques mois, je m'en sortais convenablement, on va dire. Tu l'expliques comment ta baisse de notes? Juste, tu bossais pas? C'est dur, voilà, c'est ça. Honnêtement, c'est juste que je bossais pas, donc bah, forcément, au bout d'un moment, les matières se complexifient de plus en plus. Au bout d'un moment, on apprend pas ses maths, on apprend pas sa physique, bah, on prend des bâches. Hein. Ça, franchement, c'est Ah, pour le coup, ça part de ça, ouais. c'est ça. Et tu faisais quoi du coup, tes journées? Bah, hors cours, globalement, bah, je, j'ai toujours été un grand fan de jeux vidéo, donc je jouais pas mal, donc, notamment avec mes amis. Et après, bah, je lisais pas mal. À l'époque, je regardais beaucoup d'animés japonais. J'ai un peu arrêté depuis, mais à une époque, vraiment, j'en consommais énormément et ça me prenait quand même pas mal de temps. Donc voilà, c'était. Je trouvais toujours à m'occuper en fait. Jamais. Et tu parles de jeux vidéo, c'est quoi la première fois, ta première expérience avec le jeu vidéo? Ouais, je devais avoir une dizaine d'années. Et bah, c'est avec mon frère. Nos parents nous avaient offert, donc à l'époque, c'était le PlayStation 2, donc en fin de vie, qui était en fin de vie à l'époque, et ils nous avaient offert bah, FIFA. Donc, et c'est comme ça, en fait, c'est juste on jouait tous les deux. Et ça a duré assez longtemps. Et voilà. C'est ça. Mes premiers souvenirs, ça remonte ça. Puis après, bon, moi j'ai toujours préféré les jeux. Je vais pas dire solo, mais plutôt les jeux de rôle, etc. Donc, qui ont tendance plus globalement à être plutôt des jeux solo. Donc, je me suis plutôt tourné vers ça. Mais voilà. Et qu'est-ce que tu cherchais dans enfin, ouais, du coup, en loisir, enfin, qu'est-ce que tu cherchais dans la culture en fait? Genre, c'était quoi, si tu te tournais vers quoi? Vers quel type d'univers? Vers quel type de. En culture, c'est-à-dire, par exemple, ce que dans les univers dans lesquels je lisais, etc. Ouais. Donc au lycée, on va dire. Ouais. Bah alors, pendant très longtemps, du coup, avant le lycée, j'ai été très attiré par les univers Heroic Fantasy, bah, typiquement Le Seigneur des Anneaux, qui est un peu l'univers ultime, on va dire. Harry Potter avant aussi encore, mais c'est pas l'Heroic Fantasy, c'est plus fantastique, mais en fait, c'est en commençant à lire Harry Potter que j'ai apprécié lire en fait, quand j'étais gamin. Et après au lycée, bah, j'ai commencé à lire des trucs un peu plus sombres, on va dire. Notamment, j'ai bouffé du Stephen King. Ouais. J'ai lu globalement tous ces grands classiques au lycée. J'ai lu les Millennium, enfin les premiers, parce qu'à l'époque il y en avait pas 6, il y en avait que 3.
Et des trucs voilà, plus sombres, plus, j'ai presque envie de dire adultes. Mais voilà. Des choses qui étaient peut-être un peu plus ancrées dans le réel aussi. Quoique, avec Stephen King, c'est un peu compliqué, mais par exemple, Billy Elliot était quand même beaucoup plus ancré dans le réel que Le Seigneur des Anneaux. Et tu gardais du coup l'envie au fond de toi de l'écriture? Oui, alors ça pour le coup, ça, j'ai toujours aimé écrire, mais en fait, j'ai toujours aimé m'inventer des histoires. Et même encore aujourd'hui, genre, je m'isole dans un coin, je mets de la musique et je m'invente des histoires sur la musique que j'écoute. Même aujourd'hui encore, ça m'arrive. Mais j'ai toujours eu la flemme d'écrire. Parce qu'en fait, quand je commence à écrire, je vais me mettre à fond pendant quelques temps. Ça va durer peut-être 1 heure, ça va durer 2, 3 heures. Et après, j'arrêterai. Et je ne reprendrai jamais. Donc je sais que ça ne sert à rien, du coup, je le fais plus. Mais j'ai toujours aimé écrire. Et Pourquoi ça sert à rien? de quoi ça ne sert à rien? Pourquoi t'écris 2-3 heures? Ah, Pourquoi parce ça que, sert à rien? en fait, non, parce qu'en fait, vu que je continue pas mon histoire, une histoire inachevée n'a aucun. Enfin, je ne vois pas l'intérêt d'une histoire inachevée. Parce que justement, tout l'intérêt, c'est la dernière page dans un livre. Ah ouais? Pour moi, oui, c'est. J'ai. Une des plus grandes satisfactions dans ma vie, c'est de finir un livre et de lire la dernière page. Ah ouais? Et vraiment. Ah, je suis Et une mauvaise pour pouvoir clore l'histoire, en fait. C'est vraiment. J'ai passé un excellent moment. Et j'ai lu la dernière page, et quand je lis, j'ai un sentiment de. Presque d'accomplissement, en fait. C'est. Voilà. Enfin, je le vois comme ça. Enfin, en tout cas, dans les, enfin, quand je lis un roman, notamment, c'est comme ça que je le vois. Après, c'est vrai qu'on va dire un essai de philosophie, un truc comme ça, que je lirai pas de toute façon. Ça fonctionne moins parce que c'est pas le même principe. Mais une histoire fictive, je le vois comme ça. Comment tu te sens quand t'écris? Alors, c'est-à-dire que quand j'écris, par exemple, de la fiction ou quand j'écris là des articles, par exemple, ou n'importe quand. D'abord la fiction. Bah, ça part un peu dans tous les sens. C'est-à-dire que mon esprit, justement, en fait, j'ai tellement d'idées, je me suis tellement imaginé des choses, bah, parce qu'en général, je reprends des idées que j'ai eues avant, quand je réfléchis, etc. Et en fait, bah, tout se mélange, tout part en vrille, et du coup, bah, au début, c'est compliqué de focaliser. En général, je mets un certain temps à me focaliser sur une seule idée, et après, bah, en général, ça. En fait, c'est quelque chose que j'aime bien faire, mais j'ai jamais la motivation de reprendre une fois que j'arrête, en fait. Du coup, Mais est-ce que tu l'utilises comme un moyen de te... de me défouler. C'est vraiment presque un moyen de me défouler. Il y en a qui vont faire du sport, moi c'était d'écrire un peu de temps en temps, ça me prenait, je m'y mettais, et puis si j'étais énervé par exemple je faisais ça, ou si j'étais triste aussi, bah, je faisais ça, et puis ça me permettait d'oublier un peu, passer à autre chose. Est-ce que tu relis ce De que quoi? tu as déjà écrit? Non, globalement, je n'ai rien gardé de cette époque. Parce que pour le coup, j'en écris. Ça fait longtemps que j'ai rien écrit. J'ai rien gardé parce qu'en faisant le ménage, bah, je me suis dit que ça prenait de la place et de toute façon, je ne les reprendrai pas. Donc. Et honnêtement, c'est sans regret. Parce que, bah. C'est comme ça. Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est comme ça. Comment ça, Je genre? me dis que je pense que ça me plairait pas parce que bah, j'ai grandi tout simplement en fait. Et que bah, ce que j'aimais à une époque, à cette époque, n'est pas forcément ce que j'aime maintenant. Donc. T'avais... Comment elle a évolué ton image de toi-même? Genre, même si on remonte avant. Hum Dis-moi. Depuis toujours, en fait. Comment a évolué l'image que tu as toi de toi-même? J'ai toujours eu une image négative de moi-même en fait. Hum, bon, quand j'étais petit, on va dire en gros, jusqu'à ce que je rentre, j'ai pas vraiment de souvenirs. Je pense que je me suis jamais posé la question. Et bah, pour le coup, mes 2 premières années de collège m'ont vraiment détruit l'image que j'avais de moi-même parce que bah, on me donnait l'impression que je valais rien. Et en fait, bah, je l'ai assimilé. Et même maintenant, j'ai du mal. C'est pour ça que bah, j'ai tendance à stresser pour un rien, j'ai tendance à me dévaloriser, etc. Juste à cause de ça, en fait. Parce que je me dis, bah, je sais que je vaux rien. Ou à l'inverse, j'ai tendance à. Je le fais, ça dépend, mais ça m'arrive de le faire aussi, de jouer les personnes ultra arrogantes, justement pour essayer de me donner un peu plus confiance. En fait. C'est le fake it until you make it, en fait. Comment? C'est... Ouais, c'est ça en fait. C'est exactement ça. C'est en me disant, je me dis que si j'imagine que c'est comme ça, peut-être que voilà. Mais j'ai toujours une. Voilà, ouais. Est-ce que tu... Genre... tu te... Tu bosses là-dessus, entre guillemets. Genre, est-ce que t'essayes de te dire, allez, non, c'est pas vrai.
j'ai jamais. Enfin, non. Je me suis jamais dit, faut que je travaille sur ça, parce que c'est quelque chose qui fait partie de moi, en fait. Et j'ai appris à vivre avec, en fait. Et en fait, ça fait presque partie de moi. Et maintenant, je me vois mal vivre sans, en fait, cette image un peu négative, parce que beaucoup des choix que j'ai faits dans ma vie viennent de ça, en fait. Ça, je sens qu'il va falloir que j'explique et ça va être compliqué, mais en gros, mes choix relationnels notamment tournent beaucoup autour de cette image de je vaux rien en fait. J'ai vraiment C'est-à-dire, tu vas mon comme tu veux, comme comportement, en tu fait, fais. mon comportement vis-à-vis des gens est en fond et en tout cas, en tout cas pendant longtemps, a été en fonction de ça. Maintenant, j'essaye de faire un peu plus attention. Pour le coup, oui, du coup, c'est en quelque sorte une forme de travail. Mais pendant très longtemps, en fait, et je sais que ça a énervé un certain nombre de personnes, mon comportement était basé en fonction était basé sur le fait que je ne valais rien et du coup, je me dépréciais sans cesse, etc. Et vu que je me dépréciais sans cesse, pour moi, il ne valait pas la peine qu'on vienne me parler. Et du coup, quand on venait me parler, je savais pas comment faire. Je savais pas, du coup, je me mettais à bégayer, etc. Puis je pouvais dire juste pour faire fuir les gens et me dire, de toute façon, partez, je ne vaux pas le coup. Qu'on discute, qu'on s'intéresse à moi, je pouvais dire des choses, mais abominables. Je pouvais vraiment. J'ai un peu moins tendance, je le fais. Enfin, voilà. Je le fais plus, je pense. Mais voilà. Et peut-être du coup, ça, c'est une forme de travail inconscient, on va dire, ce que j'ai jamais. C'est même pas inconscient en fait. Si tu te dis, il faut Bah, que. ouais, ouais. Pour moi, un travail, c'est quand même une notion d'effort, et là, ça s'est fait au fur et à mesure, mais sans effort en fait. Je me suis dit, si je continue comme ça va pas le faire. Ça se transmettait comment? Genre, ça avait quoi comme effet direct autre que dans les relationnels avec les gens? Principalement comme ça, après, c'est principalement dans le relationnel, c'est après, il y a des choses pour lesquelles. En fait, rien que le fait d'aller. Parce que ça a continué quand même assez tard, rien que le fait d'aller chercher mon premier stage donc en MMI, ça a été compliqué parce que je m'étais dit, personne ne voudra de moi, parce que je vaux pas le coup. Et en fait, c'est. Bon, au final, du coup, j'ai vraiment mis du temps à me dire, faut que je trouve, sinon j'ai pas mon année. Au final, j'ai réussi à trouver quelqu'un. Et en plus, le fait d'avoir pris des échecs, d'avoir enchaîné les échecs au début, parce que j'ai reçu quand même pas mal de refus, non-réponse, ça m'a un peu confirmé dans cette idée. Bon, au final, j'ai trouvé. Et c'est. Enfin, voilà, ça se fait comme ça. Ça se ressentait comme ça en fait, Mais aussi. C'est vraiment. est-ce que tu penses vraiment que c'est genre ancré en toi? Enfin, Ouais, genre, je pense est-ce que vraiment ça fait l'idée partie de moi. que le fait de se déprécier et de penser que t'es une daube, c'est c'est genre vraiment ancré? Ou Je pense quand même qu'au fond de moi, ça ne partira jamais. Parce qu'en fait, on me l'a tellement fait comprendre de manière violente par le passé que je pense que, au fond, même j'aurais beau faire ce que je veux, même si je faisais de la psychanalyse, même si je faisais. Voilà, je pense que, au fond de moi, ça en atténuera certainement peut-être les effets. Voilà, peut-être que. Mais je pense qu'au fond de moi, il y aura toujours, je me dirais, cette personne est mieux que moi, je vaux rien. Vraiment. et est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit waouh, ça, enfin là pour le coup, ça me le fait pas? Ça me le fait moins depuis quelques temps, quand même. Parce qu'en fait, le fait d'avoir dû chercher pendant un an du travail, du coup, devoir apprendre à me vendre de manière positive, ça m'a quand même appris un peu. Enfin, j'ai quand même dû me forcer du coup à essayer de ne pas l'être. Et du coup, il y a des moments où bon, je me forçais, mais du coup, ça me permettait d'oublier un peu ça en fait. Mais vraiment, en général, c'était temporaire. Ça durait 1 heure, pas plus quoi. Mais sinon, Et tu, tu réagis comment à un compliment? très mal. Je déteste qu'on me fasse des compliments. Globalement, en fait, intérieurement, j'aime pas ça. Parce que j'ai l'impression que la personne n'est pas honnête. Hmm. J'arrive pas à me dire que c'est sincère. Voilà. C'est-à-dire, même un truc badin de merci, tu m'as aidé, ou un truc comme Alors ça, ça. ouais, alors ça encore, bon, ça va, mais un compliment.
Ouf. Ça, je considère presque pas que. Enfin, ça, ce que tu viens de dire, je considère pas forcément ça comme un compliment, juste c'est un remerciement, c'est autre chose. Ok. C'est comme ça. Mais genre, t'es une personne intéressante Voilà, déjà. ça par exemple, pour moi, c'est pas sincère. D'accord. J'arrive pas à me dire. C'est beau, ça l'est certainement, mais moi, j'arrive pas à me dire. Au fond de moi, il y a toujours une petite voix qui va me dire non, c'est pas sincère. Mais c'est super dur en même temps d'en sortir. Oui, c'est. Bah, C'est long et c'est. et, Enfin, je pense que tout ça. c'est. Je pense que t'en sors finalement. Enfin, je te rejoins dans l'idée de pas totalement. Parce que, ben, en fait, c'est marquant et c'est un truc qui te marque profondément. Et ça s'en ira jamais Ouais, c'est peut-être. ça. Mais en fait, je pense qu'il y a moyen de construire par-dessus. Tu Oui, vois. bah, c'est ce que j'essaie de faire en fait. Du coup, c'est que bah, j'apprends à vivre avec en fait. C'est comme ça fait partie de moi, mais C'est ça, ouais. La petite voix sera toujours là, mais après, il y a toujours moyen de passer outre en fait. Ouais, D'essayer de pas passer l'écouter, outre. Et bon, bah. de pas tenir Même si son le jugement en fait compte. qu'on fasse un compliment me gêne, etc. De la même manière, je déteste fêter mon anniversaire parce que j'ai pas l'impression que ce soit sincère. Ouais. Je déteste ça. Et c'est vraiment. Je ne fête pas mon anniversaire à cause de ça. C'est quand la dernière fois que t'as fêté ton anniversaire? J'étais gamin, j'avais moins de 10 ans. Déjà, de base, même avant, j'aimais pas ça. Parce que j'en voyais juste pas forcément l'intérêt. Et maintenant, j'ai vraiment du mal à me dire que c'est sincère. Est-ce qu'il y a un contre-exemple? Une fois où tu t'es dit, ok, là c'est sens. Enfin, soit je le sens, soit j'ai l'impression. Honnêtement, là, ça me vient pas comme ça. Vraiment. Non. J'ai jamais eu. Elle s'est jamais tue de ce côté-là, cette voix. Et est-ce qu'il y a des moments où c'est plus fort? Genre, est-ce qu'il y a un stimulus qui fait que ça rend le volume plus fort? Là, ouais. Bah, quand je suis un peu. Bah, ça veut dire quand je suis un peu. Les émotions un peu plus fortes, on va dire, qui peuvent me dire, par exemple, bah, la tristesse, notamment quand ça va un peu moins bien, le moral, etc. Ou bah. J'ai jamais vraiment été en dépression, mais il y a eu des coups de blues, on va dire. À ce moment-là, bah, forcément, on est plus à fleur de peau, on va dire. Et bah, oui, ça peut. À ce moment-là, la voix sensible, parce que la moindre chose qui se passe mal, ou même le moindre compliment me semblait vraiment. Je le voyais vraiment presque comme du foutage de gueule. Donc voilà. Et à ce moment-là, la voix était vraiment présente. Alors que maintenant, bah, elle est là. C'est tout. J'aimerais juste te repasser sur la MMI. Mm. À quel moment tu t'es dit, c'est pas ma voix, c'est pas là que je dois être? Bah en vrai, au bout d'un an, je me suis dit, ça me plaît pas, mais je vais continuer parce que ben, ça reste un diplôme. Mais ouais, vraiment, au bout d'un an, je me suis dit, ça dure encore un an, accroche-toi, et bah, après, si tu veux faire autre chose, fais autre chose. Enfin, fais même totalement autre chose. Et au final, même si je savais à l'époque pas encore quoi, parce que c'est venu après, voilà, à ce moment-là, déjà, je savais que j'allais pas m'orienter dans des métiers, soit d'infographiste, soit dans l'événementiel, soit dans la programmation web. Et à quel du coup journaliste c'est arrivé à quel moment? Bah, quelques mois après, du coup j'étais en deuxième année et en fait on a dû choisir un axe. Il y avait soit l'axe audiovisuel, enfin il y avait trois axes qui étaient proposés, dont il y en a seulement deux qui seraient ouverts, les deux où il y avait le plus d'étudiants. Donc nous ça a été les axes audiovisuel et infocom. Et en gros, bah, moi j'ai choisi l'axe infocom et on a eu beaucoup de cours qui étaient centrés autour du journalisme, c'est-à-dire on a réalisé un web documentaire sur le crève de Vichy, qui était globalement le très gros projet du semestre. On avait beaucoup de cours sur ça, on a fait du data journalisme. À côté de ça, on avait quand même des cours d'histoire moderne, on avait. Donc voilà. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est ça que je veux faire, en fait. Et c'est venu comme ça. Et du coup, bah, cette idée ne m'a pas lâché. J'ai commencé à me renseigner pour savoir ce que je pourrais faire pour du coup me former. Et bah, c'est à ce moment-là que j'ai entendu parler de l'ouverture du DUT de Vichy. Et bah, vu que le prof qui nous donnait les cours d'histoire moderne et celui qui s'occupait de l'ouverture, bah, on a pu en parler comme ça en fait. Et après, du coup, bah, j'ai pas pu m'y inscrire. Enfin,
Entre temps, j'ai essayé de m'inscrire à Tours en DUT en année spéciale. Donc, en gros, c'était un an de DUT, enfin 2 ans de DUT condensé en une seule, en un an. J'ai pas été pris parce que bon, je devais pas avoir un dossier suffisant. Parce que je pense que ça doit être quand même assez demandé. Et du coup, bah, je savais qu'il fallait que j'attende un an. Du coup, bah, j'ai travaillé pour pouvoir re-rentrer en journalisme. Tu, pendant toute l'année où tu travaillais, tu le voyais comment cette année de journalisme? La première année? Bah, c'était l'objectif en fait. C'était un peu la carotte. C'est-à-dire que je savais que je savais pas être une année fun parce que bah, j'ai fait des métiers alimentaires. Mais le but c'était d'engranger de l'argent et de m'occuper aussi, un peu aussi, parce que si j'avais rien fait pendant un an, je serais devenu fou. Mais voilà, dans les métiers, parce que j'ai vraiment fait des métiers pas amusants, vraiment quand c'était vraiment des moments un peu durs, je me disais courage, t'y es bientôt. Et c'était vraiment la carotte quoi, qui me faisait avancer. Tu, Que c'était ce que en fait, je savais que c'était ce que je voulais faire, donc voilà. tu te, tu te projettes comment dans le métier de enfin, dans 10 ans? Bah, j'espère déjà avoir du travail. Un travail stable qui me permet d'en vivre quand même. Après, si possible, dans la presse écrite nationale, voire internationale, voire internationale, mais bon, j'y crois un peu moins, mais pourquoi pas. Euh, mais voilà, bah, je sais pas grand chose de plus à dire. Et après, bah, s'il faut que je fasse d'autres métiers enfin, alors si possible quand même rester dans le journalisme, mais si je dois passer par d'autres métiers un peu plus des arcanes un peu plus sombres du métier, on va dire, bah, je le ferai. Hein. Il faut bien vivre. Je pense qu'il y a quand même pire, il y a BFM. Je pense. Il y a quand même BFM en dessous. Ouais, c'est vrai. Mais après, Voilà. ils sont pas décrits. Ouais, oui, non, mais bon, après, si ça peut être de la télé, journaliste télé, c'est clairement pas des métiers qui me plairaient, je pense. Mais bon, s'il faut le faire. Pourquoi? Pourquoi ça me plairait pas? Ouais. Bah, en soi, j'aime bien filmer, etc., mais je trouve que c'est. Je suis un peu vieux jeu, mais je trouve que c'est plus efficace de. Je trouve l'écrit plus impactant que la vidéo dans le cas du journalisme, en tout cas. Ouais. Globalement. À part vraiment, ça, bon, il y a quand même des images, des choses comme ça. Bon, par exemple, les attentats du 11 septembre 2001, des images, enfin, un texte n'arrivera jamais à décrire l'image, quoi. Mais il y en a plein d'autres, hein, des photos ultra connues, etc. Mais globalement, voilà, je trouve quand même que l'écrit a plus d'impact. Et encore plus que la radio d'ailleurs. Et en plus, le fait d'être devant la caméra, si jamais ça devait arriver, c'est quelque chose, c'est un exercice que j'aime pas en fait. De devoir parler devant des gens, devant une caméra, devant un micro, etc. C'est des choses que j'aime pas. Et donc, je pense que en plus, ça me met mal à l'aise. Voilà. Pourquoi? Qu'est-ce que tu ressens quand t'es face à une caméra? Déjà, c'est du stress, et quand je stresse, je bégaye et je parle vite. Donc, déjà, il y a ça, et puis, ben, c'est un peu. Après, ça revient un peu sur ce dont on parlait tout à l'heure, sur l'image de soi en fait. Mais bon, bah, je sais pas forcément une image très, très positive, bah, forcément, ça, c'est pas des métiers que. C'est quoi ton rapport avec ton image physique de toi? Bah, toujours le même, c'est-à-dire que bah, je suis un peu le type banal, hein, c'est-à-dire taille moyenne, poids relativement moyen, les yeux marrons, etc. Je suis banal en fait, juste voilà. J'ai rien de bien original, voilà. Tu trouves? Ouais, honnêtement, ouais. Vraiment, mon seul super pouvoir entre guillemets, c'est de ne pas prendre de poids malgré le fait que je puisse manger autant que je veux. Donc, à part ça, j'ai rien de. Je trouve que je n'ai rien d'exceptionnel. Depuis tout le temps? Bah, la question ne s'est pas posée, encore une fois, on en revient toujours à la même période, mais avant le collège. Hein. Parce que bon, avant, globalement, c'est à partir de l'adolescence qu'on commence à se poser ces questions. Encore, donc on en revient toujours au même endroit, mais c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, bah, surtout qu'à l'adolescence, pourquoi j'ai pas eu de chance, parce que bah, j'ai eu pendant très longtemps des appareils dentaires, des lunettes avec des verres beaucoup plus épais, etc. C'est vraiment pas la période, c'est vraiment l'âge ingrat. Donc pour moi, ça a vraiment été l'âge ingrat pour moi. Donc, bah, je pense qu'il y a quand même du mieux depuis, mais bon, je reste toujours, voilà, je me trouve pas exceptionnel physiquement. Clairement pas. Et très loin de là. Comment tu te sens face à un miroir? Honnêtement, je
je fais même pas attention, en fait. Je fais pas attention à au changement, c'est... Je me regarde dans un miroir uniquement quand j'ai besoin de le faire, c'est-à-dire par exemple quand je me regarde extérieur pour savoir ce que je fais, mais globalement, à part ça, j'ai beau passer devant, voilà. Mais le moment où tu te rases, parce que t'es Ouais. obligé de... Bah, je fais pas attention, en fait. Je suis concentré sur ce que je fais, donc je fais pas attention au reste, tout simplement. D'accord. Et tu fais pas attention depuis... Enfin... J'ai toujours. Alors ça, par contre, je trouve ça très narcissique, en fait, c'est mon opinion propre, je trouve ça très narcissique, en fait, de se regarder dans un miroir pour se dire, pour essayer de se juger, en fait. Ça vraiment, Pourquoi narcissique? bah, dans le sens, c'est enfin, c'est essayer de, c'est soit penser qu'on est, enfin, qu'on est bien, soit essayer de s'en convaincre. Et dans les deux cas, je vois ça mal, en fait. Genre, soit c'est narcissique, soit c'est un peu pathétique. Pourquoi? Bah, parce que c'est. Dans le sens où on sait que vraiment, il y a un sens où c'est de la vantardise pure, c'est-à-dire, ouais, je suis magnifique, etc. Et l'autre, c'est, oui, franchement, ça va, enfin, ça va, enfin, je sais pas comment dire, quelqu'un qui n'est pas forcément très à l'aise avec soi-même et qui essaie de se convaincre, je trouve ça plus pathétique qu'autre chose. Pourquoi pathétique? Bah, pathétique dans le sens littéral du terme, c'est-à-dire qui inspire la pitié. Ah ouais. Je le prends, voilà, pathétique dans le sens vraiment littéral du terme. Pourquoi? Toujours J'ai pas. l'impression d'être un enfant qui dit à son papa. Pourquoi papa? Bah, parce que, je sais pas, je ressens de la pitié pour cette personne. Parce que je sais que je peux savoir ce qu'elle endure. Et bah, parce que je trouve ça un peu ridicule d'un autre côté. Le fait d'essayer de se convaincre comme ça, J'arrive pas à comprendre en fait pourquoi ridicule. le fait d'essayer de se convaincre qu'on vaut le coup dans un miroir, Ouais. Au contraire, moi, je trouve c'est pas ça. ça, je Bah trouve justement ça parce sain que, en fait. encore une fois, je pense à. Je sais pas. Je trouve ça. Je pense que ça revient encore une fois à l'image de soi qui a été valorisée, hein, parce que moi je vois vraiment pas l'intérêt de le faire et je trouve ça vraiment ouais, risible. Ça me donne plus envie de rire qu'autre chose. Mais alors que en fait c'est essayer de trouver un consensus avec Ouais, ce bah qui te ouais, sert mais. d'enveloppe quoi. Ouais, je sais, j'arrive pas à me dire que c'est bien. Après, bon, c'est ma vision des choses. Tu les vis comment les moments de solitude? Bah, j'ai toujours été solitaire, globalement. Même depuis que je suis gamin, voilà, bon, j'ai toujours aimé lire, etc. J'ai toujours eu des moments où j'aimais bien m'isoler. Donc ça me dérange pas en fait. C'est-à-dire que je vais toujours trouver à m'occuper, je vais toujours faire quelque chose. Et il y a des moments où bon, c'est forcément un peu plus dur, quand ça va un peu moins bien, etc. Où là, je vais peut-être avoir un peu plus tendance à rechercher la présence des gens. Et bah, si je me retrouve seul à ce moment-là, bah, c'est forcément un petit peu plus dur, mais globalement, la solitude ne me dérange pas. Est-ce que dans tes relations amicales, ça va faire très quota, mais est-ce que t'as toujours eu à peu près autant de filles que de mecs ou pas du tout? Alors, ça a toujours été plus des filles que des gars, notamment au lycée. Bah, si on prend par exemple les personnes avec qui j'ai encore des contacts avec le lycée, on a un groupe de 8 personnes, donc 7 plus moi. Il y a 2 autres gars pour 5 filles, Mhm. par exemple. Et ça a toujours été plus ou moins comme ça. À l'IUT, il y avait je devais soit, ouais, pareil, 60% de filles, 40% de garçons. Même là, je vois encore, c'est à peu près équilibré. Donc ça a toujours été soit équilibré, soit peut-être même un peu plus des amis filles que des amis gars. J'ai toujours trouvé ça plus facile en fait, parce que j'avais presque comme une forme de. En fait, inconsciemment, c'est presque une sorte de rivalité avec les autres garçons en fait. C'est totalement inconscient et totalement débile, mais en fait, je le voyais presque comme ça en fait. Mais sur des trucs, ouais, C'est-à-dire, genre, je comprends pas. surtout une sorte de rivalité, parce on est des mecs, donc juste, bah, qu'est-ce que tu fais mieux que moi, qu'est-ce que je fais mieux que toi, quoi, en gros. D'accord, ok. Alors que bah, avec une fille, là, je me suis jamais posé la question. Et pour moi, c'est juste, bah,
je m'entends bien avec toi parce que bah, sympa, intelligente, etc. Et donc bah, ça va bien coller quoi. C'est, c'était quoi ton rapport avec les autres gars? Genre, Bah après, hormis ce truc de rivalité, mais qui était totalement inconscient et globalement j'essaie assez peu de transparaître, il y a un seul cas où je laisse transparaître, bah, c'est avec mon meilleur pote parce qu'en fait notre amitié c'est presque basé sur ça parce que bah je restais quand même, à l'époque où on s'est connus, j'étais encore un très bon élève et c'était, bah, globalement, j'ai essayé de le détrôner quoi, pendant mes 2 années de collège. Et globalement, notre relation s'est connue sur ça, sur le fait de. On a toujours aimé se provoquer un peu, en mode je t'ai battu, etc. Et donc, bah, forcément, rivalité, etc. Bah, à part lui, globalement, ça s'est plutôt bien. Ça s'est plutôt bien fait. Après, bon, bah, si la personne, encore une fois, si la personne est. Où on a par exemple des centres d'intérêt communs, si elle est sympa, si elle est drôle, etc., si elle est intelligente, il n'y a pas de raison que ça colle pas. Après, bon, forcément, peut-être des traits de caractère, etc., mais là, c'est comme partout. de manière genre presque philosophique, je dirais. Mhm. Euh, comment tu vis ton genre? C'est quoi ton rapport avec ton genre? C'est-à-dire, parce que là. Ben, toutes les injonctions qui vont avec le fait d'être un homme. Est-ce que tu genre, les as ressenties? De quoi la virilité, etc., tu Ouais. veux dire. Alors, je suis pas l'archétype de la personne virile, donc bon, du coup, j'ai pris des blagues, ça m'arrive de prendre des blagues sur ça, des trucs comme ça. En général, je m'en fous. Pour moi, bah, on est comme on est. Qu'une fille soit peut-être un peu plus masculine, etc., bah, c'est comme ça. Si elle est comme ça, elle y peut rien. Si un mec, à l'inverse, est peut-être aura un comportement qu'on va qualifier de plus féminin, c'est la même chose, hein, je veux dire, c'est comme ça, c'est sa nature. Et moi, vis-à-vis de moi, bah voilà, je me suis pris quelques remarques, parce que bah, voilà, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, bon, niveau vérité, je suis pas un modèle, donc On te l'a fait remarquer de manière sérieuse ou pas? je l'ai toujours pris sur le ton de la blague. C'est possible qu'il y ait des personnes qui soient vraiment sérieuses quand elles m'ont dit, mais moi je l'ai toujours pris sur le ton de la blague. Oui. Tu accordes une importance? Absolument pas. Vraiment, ça m'a jamais blessé. J'ai tellement pris de pire comme remarque dans ma vie que vraiment, ça me passe à 20 km au-dessus de la tête. Ça portait sur quoi les remarques qu'on te faisait? Bah, comment dire. Bah, on va dire, l'archétype quand même de l'homme viril, c'est quand même assez grand, musclé, etc. Je suis de taille assez moyenne, plutôt maigre, voire squelettique. Euh, enfin, jambes fines, bras fins, etc. Enfin, globalement, j'étais plutôt taille comme un balai à shot, quoi. Si on devait faire le. Si je devais faire une comparaison assez classe. Donc, bah, ça tournait beaucoup autour de ça, quoi. C'est-à-dire que quand il faut ouvrir le bocal de cornichons, c'est pas moi qu'on le demande. Voilà. Quand il faut faire une tâche qui demande de la force, entre gros guillemets, bah, en général, c'est pas. Voilà, c'est pas moi que. C'est pas moi qu'on va le demander. Donc, alors que j'en suis absolument capable et je le fais sans souci, C'est quand je veux t'es tout dire. seul, quoi. Donc, Même pas forcément quand je suis tout seul. Chez moi, ça fait 4 ans que je fends du bois tous les étés parce que mon père a des problèmes de dos et qu'il peut pas le faire. Ouais. Donc, et pourtant, c'est quand même le bûcheronnage. Je pense que j'étais avec quelqu'un que je passe mes étés à faire ça, on se foutrait de ma gueule. Il y a des gens qui vont se moquer de moi parce qu'ils disent toi, voilà. Ça me passe au-dessus de la tête, vraiment. Et il y a des gens qui se sont foutus de ma gueule pour ça d'ailleurs. parce que, genre, les remarques qu'on te faisait au collège, ça Ouais. tournait au-dessus de quoi? Autour de quoi? Alors bah déjà que j'étais un bouseux, j'ai envie de dire, parce que bah, j'étais le seul campagnard, déjà, ça joue, hein, mine de rien. Et après, je sais pas pourquoi, alors je sais absolument pas d'où ça vient, mais bon, dans la bouche de gamins qui ont été élevés dans une éducation très puritaine, voilà, c'est un homme doit être avec une femme, etc. On me qualifiait on me disait, ouais, sale gay, etc. J'ai jamais compris pourquoi, parce que, voilà, enfin, j'ai jamais compris pourquoi. C'est Du coup, facile. bah, ça reste blessant dans le sens parce que je savais, enfin, dans leur bouche, je savais que que c'était une insulte en fait. Mhm. Alors qu'en soi, bah. Non. Voilà, c'est juste non en fait, c'est complètement débile. Donc, à ce moment-là, bah, c'était ce genre de choses. Et après, bah, forcément, truc de jalousie. Après, il y avait aussi beaucoup d'actes
plus physiques, on va dire. Notamment, on planquait mes affaires, voire on les balançait dans la flotte, des trucs comme ça. Non, c'est une très très bonne période, vraiment. Ouais, c'est dingue en fait, je trouve comme. Ah, mais c'était C'est l'endroit où toutes la, les, la en fait, méchanceté. les insécurités de tout le monde La pure méchanceté. s'expriment avec la violence et la méchanceté que. La pure méchanceté. Ça a jamais été de la violence physique directement sur moi. J'ai Même ça, jamais pris de coups, des trucs comme ça. Mais, pire, enfin, il y a pas mal de. c'est vraiment psychologique en fait. Ça Ouais. a vraiment été de la violence psychologique. C'était, en fait, c'était le but. Presque, on pourrait dire ça. Je pense, c'était de me faire craquer en fait. Vraiment. C'est pire dans le sens où ça se voit pas. Et ça fait que en fait, les gens qui sont autour de toi, c'est pas comme tu rentres un jour avec un cocard ou avec un nez en deux. Ben, en fait, on te voit et là, on va te prendre au sérieux. Le problème avec les violences psychologiques, c'est qu'on ne prend pas au sérieux. C'est ça. Et puis pour le coup, j'ai toujours été presque froid en fait. C'est-à-dire que je montre globalement assez peu mes émotions, hors vraiment le stress qui se voit physiquement, c'est comme ça. C'est-à-dire que je me mets à trembler, j'ai la voix qui se met à trembler et je bégaye. Mais à part ça, par exemple, la tristesse, j'ai tendance à assez peu le montrer, à tout intérioriser et à arriver à bien intérioriser. Du coup, ça s'est jamais vraiment vu en fait. C'est-à-dire que même si j'étais au 36e dessous quand je rentrais tous les soirs, en fait, à part quand j'en ai. En fait, mes parents ne m'ont pas su avant que j'aille leur en parler en fait. Parce que ça se voyait pas. Ça a duré combien de temps? Avant que je leur en parle, j'ai tenu 3 mois en gros. Ah oui. Avant vraiment de me dire non, ça va pas, faut que j'en parle à quelqu'un. Juste parce que ça va. Faut que j'en parle à quelqu'un. En fait. Sinon, je vais exploser un jour. C'était quoi ton échappatoire à ce moment-là? Ça a été les jeux vidéo. Vraiment, c'est les jeux vidéo et la lecture, en fait, de me dire, je vais me barrer dans un autre monde, en fait. Juste, je vais me couper de la réalité, parce que cette réalité, c'est de la merde. Et je vais aller ailleurs, je vais aller voir ailleurs, parce que c'est forcément mieux. Ça peut pas être pire, de toute façon. Donc ça va forcément être mieux. Et Ouais, c'est vraiment de lire des bouquins, c'est à ce moment-là que j'ai vu énormément d'heroic fantasy, parce que c'était globalement, c'était le cliché héroïque, voilà. Le gentil contre le méchant, etc. Ça a été les jeux de rôle, etc. où c'est facile de se voir dans le personnage qu'on contrôle. C'était ça en fait. Vraiment. Et je pense que ça m'a énormément aidé parce que sans ça, ça aurait été très compliqué. Vraiment. C'était vraiment le moment que j'attendais dans la journée, c'était de pouvoir rentrer chez moi, de pouvoir me mettre dans ma chambre et vraiment passer à autre chose. C'est intéressant, je trouve, parce que on a grandi à une époque où vraiment les jeux vidéo sont toujours considérés comme le mal incarné de machin. Et en fait, je trouve que c'est assez intéressant en fait, de montrer que, ouais, mais en fait, peut-être remettre les choses à leur place. Et, ouais. En fait, ça peut être le mal incarné même si mais comme tout, la vision a beaucoup évolué, mais voilà, c'est comme tout en fait, il faut pas en abuser forcément, parce que bon, forcément si on abuse, je veux dire, ça a été reconnu comme une addiction. L'addiction aux jeux vidéo a été reconnue par l'OMS il y a 1 an environ, il me semble. Il y a des choses comme ça, il faut pas en abuser. Il y a forcément des personnes qui sont plus fragiles psychologiquement, que ça va encore fragiliser et qui peuvent. c'est comme tout en fait. Vriller, des choses comme ça. Mais c'est comme tout, c'est comme l'alcool, c'est comme le tabac, c'est comme même des trucs plus. C'est comme le fait de. Même la nourriture d'une certaine manière, des choses comme ça. Faut juste pas en abuser. Mais, et puis je trouve que. En fait, moi, ce qui m'enrage, entre guillemets, ouais, même pas entre guillemets en fait, c'est que j'ai l'impression que c'est assez universel le fait que le collège. Parce que pour l'instant, je sais pas s'il y a une personne. Vous me contredirez, c'est vous qui m'écoutez, si je me trompe, mais je crois pas qu'il y ait une personne du podcast depuis le début qui ait eu un collège où tout s'est bien passé. Je crois que ça n'existe. Enfin, j'ai rencontré vraiment très peu de gens dans ma vie où il m'a dit pas grand chose. Moi j'en connais pas mal qui en gardent des bons souvenirs du collège. J'en connais vraiment pas mal. Au contraire, je connais peu de personnes. Ah ouais. À part récemment. En sortant du lycée, j'étais vraiment un des seuls cas que je connaissais, ou alors des gens n'en parlaient pas, mais je pense quand même, globalement, j'ai entendu beaucoup de gens parler du collège et ils en parlaient en des termes très positifs. Ils en gardaient vraiment d'excellents souvenirs. C'est dingue parce que pour le coup, j'ai l'impression que c'est vraiment l'endroit où personne n'est heureux d'être là. Ouais, et je me dis, mais c'est dingue que, en fait, il n'y ait pas de remise en cause plus haut. Tu vois, genre en fait, je me dis, alors, on peut pas faire grand chose, hein, mais en fait, être un peu. Tu vois, genre, ça me paraît dingue. Bon, alors après, c'était un collège particulier, mais que vraiment, les autorités compétentes, entre guillemets, aient fait non, mais c'est dans sa tête.
Je suis en mode, mais enfin, c'est Parce quand même, qu'ils en avaient- ils avaient- c'est ils quand s'en même fichaient, connu, en quoi. fait. Enfin, genre, tout le monde est passé par là, quoi. Ils s'en Et- fichaient en fait, c'est tout. C'est pour eux, bah. En fait, bah, encore une fois, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ça se voyait pas. Oui, mais enfin, C'est sur- juste là, que- t'es venu enfin, c'est déjà. Là, en fait, pour le coup, c'est mes parents, parce que du coup, quand ils l'ont appris, Oui, c'est mais enfin, eux qui sont allés voir en franchement, mode. il Bah, y a, enfin, faites y a- gaffe, quoi. y a peu de gens qui en parlent, en fait. Oui, et du coup, bah, c'est eux qui ont parlé du coup à la direction de l'école qui a fait bah ouais, mais non. Et enfin, nous, c'est pas notre. Enfin, c'est dans sa tête parce que, bah, moi, en gros, je suppose le sous-texte, c'était. Bah, Ouais, ils sont c'était- drôles. tant qu'il viendra pas avec la lèvre éclatée ou un gros cocard ou qu'on lui aura pas pété un truc, bah, on s'en occupera pas. Je pense, moi, je l'interprète comme ça. Mais c'est dingue, enfin, genre, Bah ouais, je mais- comprends pas ouais, comment en fait- c'est encore possible. Et le c'est- pire, c'est que. Enfin, en fait, ce qui m'embête, c'est. Bah, alors, je l'ai pas encore regardé, mais la vidéo qui est sortie de Max Bird, est-ce que les jeux vidéo rendent violents? Ouais. En fait, je me dis, mais peut-être que c'est pas les jeux vidéo qui rendent violents et que Non. c'est peut-être genre ce qu'il y a autour qui rend violent et que en fait, le jeu vidéo ça reste qu'un médium, tu La vois. violence en soi, en fait. On l'a ou on l'a pas, je veux dire, il y a Oui. des personnes qui seront. En fait, ça peut servir de catalyseur à la violence, ça peut cristalliser la violence et vraiment, au bout d'un moment, bah, ça va péter. Mhm. Mais, enfin, honnêtement, moi qui ai jamais été une personne violente, bah, ça m'a jamais incité à le devenir. Mhm. Et il y a plein de gens que je connais qui ne le sont pas de base, voilà, et qui n'ont jamais été incités à devenir violents par les jeux vidéo, même des jeux qui sont de base assez violents. Enfin, Ah, en fait, c'est juste un C'est un moyen, quoi. divertissement, Enfin, en fait. oui, puis enfin, ce serait trop facile. C'est comme si tu disais, oui, ben, les drames à l'Antiquité, bah, c'est ça qui rendait les gens violents. Enfin, c'est débile. Ou les films de guerre. En fait, Ouais. en fait, c'est exactement le même rapprochement. C'est pas parce qu'on va regarder un film de Tarantino qu'on va devenir violent. Bah oui. Et C'est ça. c'est pas parce que tu vas regarder Reservoir Dogs que tu vas avoir envie de couper des oreilles. Mm. C'est pas parce que tu vas regarder Kill Bill que tu vas te mettre à trancher tout ce que tu vois avec des katanas. Bah oui. Et bah, de la même manière, c'est pas parce que tu joues à Call of Duty que tu vas avoir envie de tuer tout le monde. Et genre, Mais je trouve qu'encore plus dans le cas du coup d'un collégien où, enfin oui, mais de toute façon, c'est à cause des jeux vidéo, je suis, oui, mais enfin, peut-être, en fait, voir le jeu vidéo autrement, en fait, et peut-être le voir comme plus un refuge qu'un. bah, après, ça va dépendre des personnes. Moi, Oui, ça dépend des pour moi, personnes, ça a été mais, un refuge. Pour d'autres, c'est un. Après, maintenant, c'est plus. Bah, Ne serait-ce que même un divertissement, en fait. Enfin, Oui, ne ça, un serait-ce que divertissement, il y a un l'entendre. défouloir maintenant, c'est plus ça. Mais parce que maintenant c'est plus un refuge, enfin j'en ai plus besoin comme de Oui. refuge en fait. Mais il y a certaines personnes pour qui c'est encore vrai. Et puis bah, il y a certaines personnes, c'est vraiment. Pour des personnes violentes, qui peuvent être violentes, bah, pour le coup là ça peut quand même poser souci, mais c'est pas de la violence qui cause les jeux vidéo. Bah oui. Par contre, je suis entièrement. Hmm. Je voudrais finir sur en fait cette année journalisme. Mhm. Comment t'as vécu l'arrivée dans une formation en fait où tu te projettes à la fin? Alors, l'arrivée dans la formation, bah, enfin, le fait que je me projette, bah, en fait, ça me motive, c'est principal, c'est motivant, c'est-à-dire que je sais que je vais devoir bosser pour ma. Parce que bah, j'ai dû réapprendre à apprendre, en fait, c'est très con hein, comme principe. Enfin, j'ai dû apprendre à apprendre, parce que j'ai jamais appris un cours de ma vie avant cette année, et du coup, bah, c'est vraiment. Bah, c'est juste motivant, en fait, de me dire, je veux faire ça, pour y arriver, faut que faut que j'ai ce diplôme, et pour avoir ce diplôme, il faut que je bosse. Et du coup, pour que je bosse, il faut que je fasse ça, ça et ça. Et en fait, bah, c'est juste. Voilà, ça m'a juste motivé, ça me motive encore en fait. Parce que c'est ce que je veux faire. Si demain tu rentres dans une pièce et que il y a Justin 3 ans avec les mains brûlées par la cheminée, tu lui dirais quoi? Qu'est-ce que je dirais Accroche-toi, ça va pas toujours être facile, mais ça vaut toujours le coup. Vraiment. Il y a des moments qui vont être plus durs que d'autres, mais tu vas rencontrer des personnes qui valent le coup de connaître. Et voilà. Est-ce qu'il y a genre une chanson, un film, un bouquin qui te rappelle ça? Que tout va bien aller? Eh bah oui, une chanson. C'est une chanson tirée d'un film, tirée d'un film des Monty Python, c'est toujours la même, on en revient toujours là, Always Look on the Bright Side. Voilà, qui est
pour certes apprendre sur le ton de l'humour, mais c'est la chanson du positivisme absolu. Enfin, c'est la chanson qui me redonne toujours la pêche en fait. C'est vraiment. En fait, d'écouter, je me dis, voilà, faut toujours prendre le truc du bon côté, toujours prendre la vie du bon côté. Il y a forcément un moment où ça va aller mieux. Et ça fait 10 ans que je l'écoute, pas loin. Et ça fait 10 ans que ça marche. À chaque fois que j'ai un petit coup de mou, je me dis, allez, ça va aller mieux. Grâce à cette chanson notamment. C'est cool. Voilà. Grave cool. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a plu. En attendant un nouvel épisode, je t'invite à suivre le Canap sur toutes les plateformes de podcast sur lesquelles il est disponible, ainsi que sur Instagram et YouTube. En attendant le nouvel épisode, prends soin de toi.